presse en tant que président de l'association des parlementaires contre le wokisme, car cette proposition de loi s'inscrit dans ce cadre-là. Vous le savez, nous luttons activement contre le wokisme sous toutes ses formes, et Joël Molin va vous présenter une proposition de loi qui vise à interdire les opérations irréversibles, qu'elles soient chimiques ou chirurgicales, sur les enfants mineurs dans le cadre des transitions de genre. Nous avons une autre proposition de loi en préparation que nous vous présenterons le moment venu sur l'interdiction des réunions racisées dans les enceintes publiques, notamment à l'université. Donc ce travail se poursuit régulièrement et nous intervenons dans ce domaine parce que nous considérons que c'est un devoir politique et que le wokisme représente pour notre civilisation, pour nos mœurs, pour nos lois, un péril sérieux, voire mortel. Donc je ne vais pas développer davantage, je passe la parole à Joël qui va vous présenter maintenant sa proposition de loi. Joël, je t'en prie. Merci beaucoup, Roger. Oui, dans ce cadre-là, il m'a été proposé, je l'ai fait bien volontiers, de voir ce qu'il en était d'un phénomène qui a vraiment déferlé sur le monde anglo-saxon en particulier et le monde des pays du Nord, qui était cette notion de dysphorie de genre. Alors, la question qui s'est posée à nous, c'était de dire où est-ce qu'on en est en France. De nombreux endocrinologues, pédopsychiatres et psychologues ont tiré la sonnette d'alarme sur ces conséquences de ce mouvement flambé de diagnostic, voire même d'autodiagnostic, et d'affirmation complémentaire par le corps médical de dysphorie de genre, c'est-à-dire en fait le ressenti de non-congruence entre le genre vécu ou le sexe vécu et le genre de sexe assigné à la naissance. Alors cette perception, elle est aussi ancienne que l'humanité et selon les civilisations et les périodes, eh bien ce sentiment était toléré, voire même encouragé ou dénoncé. Alors depuis peu, la perception de malaise durant la construction d'identité, dont l'identité sexuelle, de nos enfants et adolescents, entraîne des autodiagnostics relayés et confortés par les réseaux sociaux comme une véritable épidémie. Comme on l'a dit tout à l'heure, cela est porté par le mouvement du wokisme qui tente à nier la réalité. Et en médecine, il s'agit de la négation de la réalité de la dualité homme-femme pour des concepts de non-binaire, de fluidité de genre. En France, selon les chiffres fournis par la Haute Autorité de Santé et relayés par l'Ordre national des médecins, toute population confondue, ce sont 355 pour 100 000 personnes, soit 20 000 à 60 000 personnes qui se disent transgenres, soit, selon les calculs, entre 0,1 à 2% de la population. Clairement, en 2020, ce sont près de 9 000 maladies prises en charge en ALD pour transidentité qui ont été répertoriées, soit 0,01% de la population, 70% des cas entre 18 et 35, avec un taux de masculinisation de 40%, ce qui est assez différent des USA, puisque ce n'est pas 60, mais 75% de taux de féminisation. Notons aussi, dans les pays étrangers, c'est qu'il apparaîtrait un taux de 13% de détransition que l'on ne retrouve pas encore en France. Alors, cela a interrogé la société en général et le monde médical en particulier, tant en santé somatique, ça se comprend, qu'en santé mentale. Et de facto, cela a interrogé notre arsenal juridique d'encadrement de bonnes pratiques médicales. Plusieurs principes ont été impactés, selon nous. D'abord, l'intégrité et le statut général du corps humain, qui est parfaitement défini dans notre droit par l'article 16 et suivant du Code civil, et qui est une notion d'ordre moral. Quant au statut général du corps du mineur, il a droit au respect, même si son incapacité pourra en compliquer la mise en œuvre, car elle revient aux parents, selon l'article 371 du Code civil. Cette autorité parentale porte un critère fondamental, c'est l'intérêt de l'enfant. Voilà pourquoi notre proposition s'appelle « visant à protéger les mineurs contre certaines pratiques médicales et chirurgicales en matière de transition de genre ». Ce critère suppose qu'en associant directement le mineur à la décision, il pourra y avoir la notion de discernement qui est parfaitement définie dans le Code de santé publique, qui prévoit le consentement du mineur et la place du médecin face aux soins indispensables. Si l'autorité parentale n'est plus requise dans certains cas d'actes sur les mineurs, comme l'IVG ou la contraception, certains actes comme la stérilisation contraceptive restent interdits sans leur accord. À partir de là, un troisième principe médico-juridique apparaît, c'est le consentement éclairé. Il est prévu dans le Code de déontologie à l'article R412735
Les médecins doivent information à tout patient des données modernes et éclairer la science. Pour autant que les médecins possèdent ces données de manière avérée et partagée par le monde scientifique et les exposent de manière compréhensible, et que les mineurs ou leurs représentants puissent les entendre, les comprendre et en mesurer l'impact. Or, aujourd'hui, en la matière, les données modernes de la science sont loin d'être établies, puisqu'on s'aperçoit que les données sont extrêmement éparses et qu'il n'y a pas beaucoup de travaux internationaux qui soient des travaux synthétiques. Ils ne peuvent être mesurés et clairement intégrés par les parents souvent dépassés par les événements, et des enfants dont le développement en cours ne peut leur permettre d'appréhender les tenants des aboutissants actuels et à venir, du bouleversement de la puberté et des conséquences des étapes de transformation. Les équipes référentes de pédopsychiatrie conviennent que le développement neurocognitif et sensoriel et la maturation intellectuelle du mineur sont, à leur âge, impossibles, ne leur permet pas d'accéder à un discernement complet. Et selon mesdames Eliachev et Masson, un enfant n'est pas un adulte en miniature, mais un être en développement. Nous avons considéré l'état actuel de la loi en France. Il y a un arsenal très important qui permet de définir tous les actes médicaux et chirurgicaux actuels. Mais il semblerait que nous ayons une nécessité de devoir détailler cette loi pour qu'elle soit efficace dans un processus d'anticipation d'un phénomène encore difficile à cerner et dont on est sûr que les conséquences sont majeures. Les éléments juridiques portent sur le statut général du corps et du corps du mineur, on l'a vu, sur la qualité des soins, la prévention, l'esthétique, les produits de santé, les données acquises de la science, certains articles du code civil ou du code pénal, et éclairer la science. Pour autant que les médecins possèdent ces données de manière avérée et partagée par le monde scientifique et les exposent de manière compréhensible, et que les mineurs ou leurs représentants puissent les entendre, les comprendre et en mesurer l'impact. Or, aujourd'hui, en la matière, les données modernes de la science sont loin d'être établies, puisqu'on s'aperçoit que les données sont extrêmement éparses et qu'il n'y a pas beaucoup de travaux internationaux qui soient des travaux synthétiques. Ils ne peuvent être mesurés et clairement intégrés par les parents souvent dépassés par les événements, et des enfants dont le développement en cours ne peut leur permettre d'appréhender les tenants des aboutissants actuels et à venir, du bouleversement de la puberté et des conséquences des étapes de transformation. Les équipes référentes de pédopsychiatrie conviennent que le développement neurocognitif et sensoriel et la maturation intellectuelle du mineur sont, à leur âge, impossibles, ne leur permet pas d'accéder à un discernement complet. Et selon mesdames Eliachev et Masson, un enfant n'est pas un adulte en miniature, mais un être en développement. Nous avons considéré l'état actuel de la loi en France. Il y a un arsenal très important qui permet de définir tous les actes médicaux et chirurgicaux actuels. Mais il semblerait que nous ayons une nécessité de devoir détailler cette loi pour qu'elle soit efficace dans un processus d'anticipation d'un phénomène encore difficile à cerner et dont on est sûr que les conséquences sont majeures. Les éléments juridiques portent sur le statut général du corps et du corps du mineur, on l'a vu, sur la qualité des soins, la prévention, l'esthétique, les produits de santé, les données acquises de la science, certains articles du code civil ou du code pénal et certains arrêts de la Cour de cassation. On aurait donc largement la possibilité de puiser dans ce vivier-là, mais il apparaît qu'on n'a pas encore la possibilité d'avoir des réponses précises. Alors, quels sont les éléments pour ne pas autoriser les médecins à intervenir auprès des mineurs sur le centre dysphorique de genre avant leurs 18 ans? Bien évidemment, nous ne parlons pas du soutien psychologique selon les données modernes de prise en charge qui sont automatiques. Nous n'en parlons pas, nous parlons que du somatique. Tout d'abord, l'incertitude est très significative concernant la cible. L'argument majeur, selon nous, est que, et toutes les études que j'ai pu consulter et qui sont elles-mêmes répertoriées, montrent que 85% des adolescents sortiront de cette période de sentiment d'inadéquation entre sexe de naissance et son ressenti en réintégrant leur sexe d'assignation à la naissance. Et que 2 à 3% avanceront peu à peu jusqu'à la transformation dans toute partie des étapes, et donc, on l'a vu tout à l'heure, 0,01% de la population française. Clairement, ces probabilités imposent la prudence absolue avant la majorité civile. Deuxième point, les effets secondaires avérés. Alors, ceux-là, ils sont avérés, préjudiciables des traitements avant 18 ans, et ils imposent la prudence.
Tous les traitements hormonaux et chirurgicaux constituent non seulement une atteinte anatomique à un corps sain, mais aussi une atteinte à une fonction, celle de reproduction en l'occurrence, et dans la quasi-totalité des cas, cela est définitif. Plus spécifiquement, les bloqueurs de puberté, authentiques perturbateurs endocriniens, il faut quand même le dire, donnés classiquement aux USA à partir de 11-12 ans, provoquent, comme les composés chimiques non hormonaux, dans plus de 35% des cas, une petite taille, avec un retard de croissance et un retard de développement cognitif. Les hormones nitrosées, données à partir de 15 ans, provoquent une ménopause précoce chez les adolescents, les bouffées de chaleur, céphalée, prise de poids, risque cardiovasculaire, risque accru de cancer et une mue de la voix qui est très rapidement irréversible. Quant au risque d'une chirurgie avant 18 ans, on ne va pas les poser aujourd'hui puisqu'ils sont interdits en France par la loi, mais que de facto, ils ne peuvent se faire sans avoir d'abord une étape préalable chimique que nous interdisons dans le cas de filles. Alors, autre question importante à se poser, y a-t-il une perte de chance dans la qualité de la transition chez les mineurs pour les futurs adultes si on retarde à 18 ans toutes les étapes médicamenteuses ou chirurgicales? En effet, selon les tenants des bloqueurs de puberté, leur administration permettrait le non-développement des organes génitaux externes dans le cadre des caractères sexuels secondaires et limiterait ainsi la chirurgie mammaire et pelvienne à partir de 18 ans. Mais des voix s'élèvent de plus en plus pour relever. Et là, c'est extrêmement technique, mais c'est là toute la souffrance possible derrière cette affaire, que l'atrophie des organes empêche les interventions de reconstruction de néovagin ou de néophallus par manque de tissu et nécessité de délabrer, en particulier les prises de greffons au niveau des avant-bras. Enfin, toutes les techniques entraînent une stérilité quasi obligatoire et rapidement irréversible, à un âge où la notion de reproduction ne peut encore être formulée car étrangère à un être qui n'est qu'à la construction de sa propre identité. Peut-on en préjuger quand le corps à cette période est encore en évolution naturelle et que les enfants et adolescents, pas plus que les adultes, n'en ont la moindre maîtrise? En tout état de cause, au regard des effets secondaires irréversibles de l'instabilité émotionnelle de l'adolescence et des souffrances encourues, même pour en soigner d'autres, cela se comprend très bien. Le bilan bénéfice-risque permet d'affirmer qu'il n'y a pas de perte de chance stricto sensu, mais bien plutôt une prise de risque inconsidérée, et qu'ainsi il est légitime de limiter les actes médicaux et chirurgicaux avant 18 ans, dans le cas des transitions de genre. Pour conclure, notre proposition de loi s'est voulue la plus simple possible, facile à intégrer dans les pratiques médicales, répondant au respect des données modernes éclairées de la science, permettant la réponse la plus aisée possible pour les médecins experts judiciaires. Ça a été le focus que j'ai pris dès le départ. Médecins experts sollicités par un magistrat suite à une plainte d'un mineur ou d'un majeur, n'interférant pas avec la prise en charge psychocomportementale indispensable dès l'âge des manifestations d'interrogation quant au sexe ressenti, pas plus qu'à la chirurgie, on l'a vu, puisque de facto impossible avant une préparation physiologique avec un traitement médicamenteux. Et enfin, et c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est que cette PPL s'inscrit dans un grand mouvement de protection accrue des mineurs, avec les dispositions respectives récentes prises au Royaume-Uni, en Suède, en Belgique, au Texas, en Floride, et face à l'interdiction toujours présente mais déjà ancienne dans de nombreux pays européens. Voilà pourquoi nous avons souhaité vous présenter cette PPL qui est donc déposée auprès des services de l'Assemblée nationale. Je vous laisse le soin de poser des questions.